Sublimation et liberté s'accordent mutuellement. Le sortilège dont l'art, grâce à l'unité, enrobe les membra disjecta de la réalité est tiré de celle-ci et les transforme en apparition négative de l'utopie. Le fait que les œuvres d'art, grâce à leur organisation, non seulement soient plus que l'organisée, mais plus également que le principe d'organisation, car en tant qu'organisées, elles accèdent à l'apparence du non effectué, constituent leur détermination spirituelle. Reconnue, celle-ci devient contenue. L'art n'exprime pas celui-ci seulement par son organisation, mais également par la dislocation que suppose l'organisation comme étant son implication. Ceci jette une lumière sur la récente prédilection pour le déguenillé et le sale, ainsi que sur l'allergie envers le clinquant et la suavité. À la base se trouve la conscience de l'obscénité de la culture sous le masque de sa suffisance. L'art qui refuse le bonheur de cette bigarrure qui masque la réalité aux hommes et se refuse en même temps à toute trace sensible du sens, est l'art le plus spiritualisé. Dans ce refus inflexible du bonheur de l'enfance, il est cependant l'allégorie d'un bonheur indubitablement présent, avec la clause mortelle du chimérique, à savoir que ce bonheur n'existe pas. Art et philosophie, le contenu collectif de l'art. La philosophie et l'art convergent dans leur contenu de vérité. La vérité de l'œuvre d'art qui se déploie progressivement n'est pas autre chose que celle du concept philosophique. Chez Schelling, l'idéalisme a raison de déduire historiquement son concept de vérité de l'art. La totalité mue et fermée en soi des systèmes idéalistes est extraite des œuvres d'art. C'est toutefois parce que la philosophie s'ouvre au réel et ne se soumet pas autarciquement dans ses œuvres au même degré que l'idéal des systèmes, idéal esthétique déguisé, échoua. On les paye de louanges honteuses en les qualifiant de chefs-d'œuvre de la pensée. Cependant, la fausseté manifeste de l'idéalisme compromet rétrospectivement les œuvres d'art. Le fait que malgré et grâce à leur autarcie, elles s'ouvrent à leur autre en dehors de leur fascination, va au-delà de cette identité de l'œuvre avec elle-même, en laquelle elle possède sa détermination spécifique. La dissolution de son autonomie n'est pas une faillite fatale, elle devient une nécessité après le verdict de la trop grande ressemblance de la philosophie et de l'art. Le contenu de vérité des œuvres n'est pas ce qu'elles signifient, mais ce qui décide de la fausseté ou de la vérité de l'œuvre en soi. Seule cette vérité de l'œuvre en soi est commensurable à l'interprétation philosophique et coïncide, tout au moins selon l'idée, avec la vérité philosophique. Il est manifestement très difficile à la conscience actuelle, figée dans le concret et l'immédiateté, d'acquérir cette relation avec l'art, alors que sans celle-ci, le contenu de vérité n'apparaît pas. La véritable expérience esthétique doit devenir philosophie, ou bien elle n'existe pas. Il faut rechercher la condition de possibilité d'une convergence entre la philosophie et l'art, dans le moment d'universalité que possède celui-ci dans sa spécification, c'est-à-dire en tant que langage sui generis. Cette universalité est collective, comme l'universalité philosophique pour laquelle jadis le sujet transcendantal était le signe qui renvoyait au sujet collectif. Mais dans les images esthétiques, ce qui échappe au moi est précisément leur caractère collectif. C'est ainsi que la société est immanente au contenu de vérité. L'apparaissant par lequel l'œuvre d'art surpasse de très loin le pur sujet et l'irruption de son essence collective. La trace de souvenir de la mimésis que recherche toute œuvre d'art est toujours également anticipation d'un état au-delà de la coupure entre l'œuvre particulière et les autres. Mais un tel souvenir collectif dans les œuvres d'art n'est pas schkosis du sujet, mêlé au travers de celui-ci. Dans son mouvement idiosyncrasique se révèle la forme de la réaction collective. C'est avant tout pour cette raison que l'interprétation philosophique se doit de le construire d'une manière inviolable dans le particulier. Grâce à leur moment subjectif, mimétique et expressif, les œuvres d'art convergent dans leur objectivité. Elles ne sont ni le pur mouvement ni la forme de celui-ci, mais le processus figé entre les deux, et ce processus est social. La vérité comme apparence de la non-apparence. Aujourd'hui, la métaphysique de l'art tourne autour de la question suivante, à savoir, comme pour être vrai quelque chose de spirituel qui est fait et, selon le langage de la philosophie, est simplement posé. Ce dont il s'agit ici, ce n'est pas de l'œuvre immédiatement présente, mais de son contenu. Toutefois, la question de la vérité d'un fait, eines gemachten, de quelque chose de fabriqué, n'est pas différente de celle de l'apparence et de sa délivrance en tant qu'apparence du vrai.
Le contenu de vérité ne peut pas être fabriqué. Tout faire de l'art est un effort unique pour dire ce que ne serait pas le fait lui-même et dire également ce que l'art ne sait pas. C'est justement son esprit. C'est ici que se situe l'idée de l'art comme reconstitution de la nature opprimée et impliquée dans la dynamique historique. La nature dont l'art cherche à être l'image n'existe pas encore. Elle est vraiment dans l'art un non-étant. Il s'agit pour l'art de cet autre pour lequel la raison identifiante et qui le réduisait au matériau dispose du mot nature. Cet autre n'est ni unité ni concept, mais pluralité. Ainsi, le contenu de vérité se présente dans l'art comme une pluralité, non comme l'idée générale et abstraite des œuvres d'art. L'assujettissement du contenu de vérité, de l'art aux œuvres de celui-ci, et la pluralité de ce qui ressort de l'identification s'accordent l'un et l'autre. De tous les paradoxes de l'art, celui qui lui est le plus spécifique est celui selon lequel c'est seulement par le faire, plus particulièrement par l'élaboration d'œuvres en soi spécifiquement, et totalement organisée, et jamais par une vue immédiate qu'il atteint le non-fait, c'est-à-dire la vérité. Les œuvres d'art sont toujours dans un état d'extrême tension vis-à-vis de leur contenu de vérité, tandis que, acte conceptuel, il n'apparaît pas autrement que dans le fait, il nie celui-ci. Toute œuvre d'art en tant qu'œuvre disparaît dans son contenu de vérité. Par lui, les œuvres d'art sombrent dans l'insignifiance, et cela est seulement permis aux grandes œuvres d'art. La perspective historique d'un déclin de l'art est l'idée de toute œuvre particulière. Aucune œuvre d'art n'existe qui promette son seul contenu de vérité, pour autant qu'il apparaisse seulement à elle comme étant, ne se réalise et n'abandonne derrière soi l'œuvre, l'enveloppe pure, comme le prédisent les terribles vers de Mignon. L'assaut des œuvres authentiques, le sceau des œuvres authentiques, est que ce qu'elles paraissent apparaît de telle manière que ce ne peut être mensonge sans que le jugement discursif n'atteigne cependant sa vérité. Mais si c'est la vérité, elle supprime en même temps l'œuvre d'art par l'apparence. La définition de l'art par l'apparence esthétique est imparfaite. L'art possède la vérité en tant qu'apparence de la non-apparence. L'expérience des œuvres d'art a pour point de fuite le fait que leur contenu de vérité n'est pas nul. Toute œuvre, à plus forte raison celle de la négativité totale, exprime implicitement ceci, non confundar. Les œuvres d'art seraient impuissantes par pur désir, bien qu'il n'existe aucune œuvre valable sans désir. Cependant, ce par quoi elles transcendent le désir, c'est l'état de besoin, figure gravée dans l'état historique. En copiant cette figure, non seulement elles sont plus que ce qui simplement est, mais possèdent d'autant plus de vérité objective que le besoin se rapproche davantage de son complément et de son changement. Toutefois, ce n'est ni pour soi ou d'après la conscience, mais en soi que ce qui est veut l'autre, et l'œuvre d'art et le langage d'un tel vouloir. Son contenu est aussi substantiel que l'est celui-ci. Les éléments de cet autre sont réunis dans la réalité. Il leur suffirait légèrement modifiés d'entrer dans une nouvelle constellation pour trouver leur véritable place. Les œuvres d'art imitent moins la réalité qu'elles ne traduisent sa transposition. Ce qu'il faudrait finalement renverser, c'est la théorie de l'imitation. Dans un sens sublimé, la réalité doit imiter les œuvres d'art. Mais le fait que les œuvres d'art sont là montre que le non-étant pourrait exister. La réalité des œuvres d'art témoigne de la possibilité du possible. Ce à quoi s'ouvre le désir contenu dans les œuvres d'art, réalité de ce qui n'est pas, se transforme en lui en souvenir. Dans le désir, ce qui est en tant qu'ayant été s'associe au non-étant, parce que ce qui a été n'est plus. Depuis l'anamnésis platonicienne, on rêve dans le souvenir de l'étant qui n'est pas encore et que seule l'utopie concrétise sans la livrer à l'existence. L'apparence reste associée à celle-ci. Même jadis, elle ne fut jamais. Cependant, le caractère symbolique de l'art, son imago, est précisément ce qui, selon les thèses de Bergson et de Proust, s'efforce d'éveiller dans la réalité empirique le souvenir involontaire. Ces deux auteurs se révèlent comme d'authentiques idéalistes. Ils imputent à la réalité ce qu'ils veulent sauvegarder et qui n'est dans l'art qu'au prix de sa réalité. Ils cherchent à échapper à la malédiction de l'apparence esthétique en transposant la qualité de celle-ci dans la réalité. Le non-confondar des œuvres d'art marque la limite de leur négativité, comparable à celle qui figure dans les romans du marquis de Sade lorsque celui-ci ne trouve rien d'autre à dire pour qualifier les beaux gitons du tableau qu'ils sont beaux comme des anges. À ce moment de l'art, là où la vérité transcende l'apparence, l'art s'expose de la manière la plus funeste.
En disant par ailleurs d'une manière qui n'a rien d'humaine, qu'il ne peut être mensonge, il est obligé de mentir. Il n'a aucun pouvoir sur la possibilité que tout, cependant, ne soit finalement rien, et son caractère fictif tient au fait qu'il pose par son existence que la limite est franchie. Le contenu de vérité des œuvres d'art, négation de leur existence, est médiatisé par elles, bien qu'elles ne le communiquent pas toujours. Ce par quoi le contenu de vérité est plus que posé par elles constitue leur métexis à l'histoire, ainsi que la critique déterminée qu'elles en font par leur forme. Ce qui est histoire dans les œuvres n'est pas fait et seule l'histoire le libère de la simple position ou élaboration. Le contenu de vérité n'est pas en dehors de l'histoire, mais est cristallisation de celle-ci dans les œuvres. Celles-ci sont qualifiées par leur contenu de vérité non posée. Mimésis du mortel et réconciliation. Le contenu de vérité n'est pourtant pas dans les œuvres qu'un négatif. Les œuvres d'art disent ce qui est plus que les temps, uniquement en mettant en constellation comment c'est, vie est. La métaphysique de l'art exige sa brutale séparation d'avec la religion, d'où elle est issue. Pas plus que les œuvres d'art elles-mêmes ne sont un absolu, celui-ci n'est immédiatement présent en elles. Pour leur métexis à cela, elles sont frappées d'une cécité qui obscurcit aussitôt leur langage de la vérité. Elles ont et non pas l'absolu. Dans leur mouvement vers la vérité, les œuvres d'art ont précisément besoin de l'idée qu'elles évitent au nom de la vérité. Il ne dépend pas de l'art que la négativité constitue une limite, ou soit elle-même la vérité. Les œuvres d'art sont négatives a priori par la loi de leur objectivation. Elles font périr ce qu'elles objectivisent en l'arrachant à l'immédiateté de sa vie. Leur propre vie se nourrit de mort. Cela permet de définir le seuil qualitatif qui mène au modernisme. Les œuvres modernes s'abandonnent mimétiquement à la réification, à leur principe de mort. Échapper à celui-ci constitue le moment illusoire de l'art, dont ils cherchent depuis Baudelaire à se débarrasser, sans toutefois se résigner à devenir chose parmi les choses. Les messagers de l'art moderne, Baudelaire, Poe, furent en tant qu'artistes les premiers technocrates de l'art. Sans adjonction de poison, négation virtuelle du vivant, la protestation de l'art contre l'oppression de la civilisation serait une consolation impuissante. Si depuis le début du modernisme, l'art absorbe des objets étrangers à l'art qui s'intègrent dans sa loi formelle, sans être totalement modifiés, la mimésis de l'art s'abandonne jusqu'au montage à son contraire. L'art y est contraint par la réalité sociale. Tout en s'opposant à la société, il n'est pourtant pas capable d'adopter un point de vue qui lui soit extérieur. Il ne réussit à s'opposer qu'en s'identifiant avec ce contre quoi il s'insurge. Tel fut déjà le contenu du satanisme baudelairien, bien au-delà de la critique de la morale bourgeoise proprement dite, qui, dépassée par la réalité, tomba dans l'indignité et la puérilité. Si l'art voulait élever des protestations directes contre le réseau sans faille, il ne ferait que s'y empêtrer. C'est pourquoi il doit, comme cela se produit d'une manière exemplaire dans Fin de partie de Beckett, soit éliminer de soi la nature à laquelle il s'applique, soit l'attaquer. Son seul parti pris, encore possible, est celui de la mort. Il est à la fois critique et métaphysique. Les œuvres d'art tirent leur origine du monde des choses par leurs matériaux préformés, comme par leurs procédures techniques. Rien en elles qui ne leur appartienne pas également et rien qui soit extrait du monde des choses pour le prix de sa mort. C'est seulement en vertu de leur caractère mortel qu'elles participent à la réconciliation. Mais en même temps, elles continuent de dépendre du mythe. C'est le caractère égyptien propre à chacune. En voulant faire durer l'éphémère, la vie, en voulant le sauver de la mort, les œuvres le tuent. C'est avec raison qu'il faut rechercher l'aspect réconciliant des œuvres dans leur unité, dans le fait, selon le lieu commun antique, qu'elles soignent la blessure avec la lance qui les infligea. La raison, en mettant de l'unité dans les œuvres d'art, là où elle ne voit que décomposition, en renonçant à intervenir dans la réalité et à la domination réelle, acquiert quelque chose d'innocent, bien qu'on perçoive encore dans les grands produits de l'unité artistique l'écho de la violence sociale. Mais par le renoncement, l'esprit devient également coupable. L'acte qui lie et suspend le mimétique et le diffuse dans l'œuvre d'art ne porte pas seulement préjudice à la nature amorphe. L'image esthétique est réaction contre l'angoisse qu'éprouve la nature à se perdre dans le chaos. L'unité esthétique du divers apparaît comme si elle n'avait fait aucune violence à celui-ci, mais serait extraite du divers lui-même.
C'est ainsi que réellement aujourd'hui, comme toujours l'élément divisé, l'unité se transforme en réconciliation. Dans les œuvres d'art, la violence destructrice du mythe s'affaiblit dans leur aspect particulier de cette répétition que le mythe exerce dans la réalité et qui pousse l'œuvre à la particularisation par le regard de la plus proche proximité. Dans les œuvres d'art, l'esprit ne s'affirme plus comme vieil ennemi de la nature, il se modère jusqu'à se réconcilier. La nature ne signifie pas réconciliation au sens classique, celle-ci est son comportement qui perçoit le non identique. L'esprit n'identifie pas celui-ci, il s'identifie à lui. Du fait que l'art s'accompagne de sa propre identité, il se fait semblable au non identique. Ceci constitue le degré actuel de son essence mimétique. On fait précisément preuve aujourd'hui de réconciliation comme comportement des œuvres d'art, lorsque l'art renonce à l'idée de réconciliation dans les œuvres dont la forme leur impose l'inflexibilité. Cependant, même cette réconciliation irréconciliable dans la forme a pour condition l'irréalité de l'art. Celle-ci le menace en permanence d'idéologie. L'art ne sombre pas dans l'irréalité et l'idéologie n'est pas la condamnation en vertu de laquelle l'art serait exclu de toute vérité. Dans sa vérité même, dans la réconciliation que la réalité empirique refuse, il est complice de l'idéologie et fait croire que la réconciliation existe déjà. Les œuvres d'art, à cause de leur a priori, ou si l'on veut selon leur idée, tombent dans une relation coupable, tandis que toute œuvre qui réussit transcende sa faute, toutes sont contraintes d'en payer le prix, raison pour laquelle leur langage aimerait retourner au silence. Beckett appelle cela une desecration of silence.